Depuis le 24 février dernier, Vladimir Poutine prend la décision de porter la guerre en Ukraine. Monsieur Boniface, comment on a pu en arriver là? Comme toujours, les causes sont multiples, mais il ne faut pas oublier que la responsabilité est principale. Et la responsabilité, c'est celle de Vladimir Poutine, qui a choisi de résoudre un différend stratégique par la force armée, par la guerre. Et donc, quelles que soient les réserves que l'on puisse avoir par rapport à la politique occidentale vis-à-vis de la Russie auparavant, on ne peut pas mettre sur le même plan des erreurs qui ont été faites par mauvais calcul, par volonté de puissance et le recours à la guerre. Et donc, ça ne peut pas être sur le même plan. Donc, le principal responsable de la situation actuelle, c'est Poutine, qui a pensé qu'il avait une fenêtre d'opportunité, qui a pensé que les intérêts de la Russie étaient en jeu, et donc qui a pris la décision de franchir le Rubicon, parce que je ne fais pas une comparaison entre ce qui s'est passé en 2014 en Crimée et ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Certes, l'annexion de la Crimée était illégale du point de vue du droit international, mais elle s'est faite avec l'assentiment de la population qui voulait être rattachée à la Russie, et elle n'était pas le fruit d'une guerre. Elle était le fruit d'un coup de force peut-être, mais pas d'une guerre. Là, c'est bien une guerre interétatique dont il s'agit. Alors ensuite, pourquoi Poutine a jugé nécessaire de faire la guerre? Eh bien, parce que le différend existait. On peut dire que depuis 2007-2008, il envoie des signaux à l'Occident disant que la Russie n'est pas satisfaite des conditions de sortie de la guerre froide, qu'elle estime que les intérêts de sécurité ont été malmenés, non pris en compte, et qu'il faut réorienter tout ceci. Mais là, jusqu'ici, il se contentait d'émettre des demandes, de faire des propositions qui, est vrai, étaient refusées ou rejetées les unes après les autres par les Occidentaux. Là, il a eu recours à la guerre. Une fois encore, je ne veux pas mettre tout le monde sur le même plan. Mais il faut bien reconnaître que les Occidentaux n'ont pas réellement pris en compte les demandes russes. Et il faut bien reconnaître que les promesses, certes non écrites et plutôt verbales, qui a été faite par les Occidentaux au sortir de la guerre froide à Gorbatchev, n'ont pas été tenues. Je pense que ceux qui disent maintenant, qui nient les promesses faites à la Russie, qui disent que Poutine, dès le départ, est quelqu'un de brutal, oui, il est autoritaire, brutal, mais il n'avait pas, dès le départ, l'objectif de faire cela. Et moi, en demandant un dialogue et en disant que l'Occident s'est mal comporté avec la Russie, je ne suis pas poutinien, je suis gorbatchevien. Et Gorbatchev lui-même, qui a des désaccords très importants avec Poutine sur le plan de la politique intérieure, a maintes fois répété, y compris, j'étais à des réunions où il était présent, a maintes fois répété que l'Occident n'avait pas considéré de façon normale la Russie après la fin du monde bipolaire, et que la Russie a été considérée comme un pays vaincu, et que les Américains avaient préféré être les vainqueurs de la guerre froide que les bâtisseurs d'un nouvel ordre mondial qu'ils célébraient. Donc voilà un peu l'analyse que je fais de la situation, et je pense que les Américains, les Occidentaux, se sont réjouis de l'implosion de l'URSS en pensant que ça allait être la possibilité d'avoir un monde unipolaire, et que la rudesse de Poutine est un peu liée à cela, et qu'on cite souvent la phrase de Poutine selon laquelle l'implosion de l'URSS, la disparition de l'URSS, c'est la plus grave catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il disait en termes d'équilibre des puissances, mais je crois que l'autre phrase qui permet de mieux comprendre la situation, c'est de dire que la grande erreur de la Russie était de faire confiance dans les Occidentaux, et que la grande erreur des Occidentaux est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Pour l'instant, l'effet immédiat et direct de la crise, c'est un resserrement des liens transatlantiques et un resserrement de l'impérium américain en Europe. Parce qu'il y a une peur qui est largement partagée de la Russie, et qu'en réflexe par rapport à cette peur, c'est de dire « nous avons besoin d'une protection américaine ». Selon vous, Monsieur Boniface, comment peut-on assurer une paix durable en Europe? Est-ce que c'est possible? À quelle La paix durable en Europe, on pensait l'avoir. La paix durable en Europe n'existera que si chacun ne se sent pas menacé. Et Kissinger avait dit il y a déjà longtemps que la sécurité absolue d'un pays mène à l'insécurité absolue des autres.
et que l'élargissement de l'OTAN, qui était présenté comme étant défensif par les pays de l'OTAN, a été vécu comme agressif, surtout lié à la guerre du Kosovo, qui n'était pas une guerre défensive et qui a bien été menée par les pays de l'OTAN. Aussi, il faut raison garder. Quand on dit que c'est la première guerre en Europe depuis la fin de la guerre froide, non. Et on avait moins d'images des réfugiés yougoslaves et l'OTAN a été jusqu'à bombarder Belgrade quand même. Et des villes, il y a aussi du bombardement. Et même si on appelait ça des dommages collatéraux, il y a aussi des cibles civiles, y compris d'ailleurs l'ambassade chinoise qui avait été atteinte à l'époque. Bon, bref. Donc, ce qu'il faut, c'est... on n'a pas eu cette grande conférence sur la sécurité. Alors, une fois encore, il ne faut pas excuser la guerre que Poutine a lancée, mais si on avait plus pris en compte les intérêts de sécurité de la Russie, cette guerre n'aurait peut-être pas eu lieu. Et on s'est évertué à lui dire qu'il ne comprenait rien à rien, que l'OTAN était une alliance défensive et que son élargissement n'était en rien un problème pour lui, et lui n'arrêtait pas de dire une perception inverse, et donc les situations étaient tout à fait contraires. Il y avait un double sentiment aux États-Unis, à la fois que la Russie était un pays vaincu de la guerre froide et que une puissance régionale, pour reprendre l'expression d'Obama, mais en même temps toujours le sentiment que c'était une menace existentielle pour les États-Unis, donc avec un dialogue qui était quand même pas fluide. Si vous voulez bien, pour terminer, enfin pas le sujet, mais terminer là, notre entretien, une dernière question et pas la moindre. Ce conflit est en train de redessiner une nouvelle situation géopolitique. Quels pourraient en être les contours? Comment vous voyez cette évolution? Qu'est-ce que ça change en Europe et dans le monde? Qu'est-ce que c'est susceptible de changer en Europe et dans le monde? Il y a plusieurs scénarios. Le premier correspond un peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Les Américains arrivent à convaincre les Européens qu'il faut faire un grand axe des démocraties contre l'axe des pays autoritaires et on fait une nouvelle guerre froide, avec d'un côté la Russie, la Chine et leurs alliés, et de l'autre les pays liés aux États-Unis, et donc avec une nouvelle course aux armements, des tensions, etc. etc. L'autre scénario, c'est de se dire, de mettre vraiment tous les problèmes sur la table, dire comment on est arrivé là, et de ne pas se contenter de condamner la Russie, et de dire, bon, peut-être qu'il faut quand même qu'on trouve une nouvelle architecture de sécurité en Europe, et notamment quels sont les problèmes frontaliers qui existent, on met tout sur la table, on essaye de régler cela, on essaye d'entendre... moi j'avais déjà plaidé pour dire il faudrait, dans mon livre Récupération occidentale, il faudrait faire une nouvelle conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Elles ont marché en 1975, elles ont fonctionné en 1990. Là, il y a des différends qui commencent un peu à s'entasser sur les accords de désarmement, sur les perceptions de sécurité, sur l'état des arsenaux, sur les délimitations territoriales. On pourrait faire de nouveau, avec plusieurs paniers de négociations, cette grande négociation. Et ça a été souvent refusé en disant on ne peut pas faire ce cadeau aux Russes. Et donc, une fois encore, même si ça ne vient pas légitimer la guerre de Poutine, je pense qu'on aurait mieux fait d'être plus attentif quand même à cela. Et surtout, il ne faut pas, justement, la Russie doit comprendre que le recours à la force ne conduit à rien et qu'elle a plus perdu que gagné dans ce recours à la force. Et ça, c'est une leçon qui doit être nette parce qu'il faut, disons, faire passer l'envie de résoudre des problèmes politiques ou diplomatiques par la force, sinon ça recommencera. Mais il faut que de leur côté, les Occidentaux cessent de penser que, comme ils ont raison, ils peuvent imposer leurs solutions à tout le monde. Pas forcément de bon augure pour la suite. Non, il faut effectivement rappeler que l'OTAN devrait se contenter d'assurer la sécurité des pays membres. Et assurer la sécurité des pays membres, c'est aussi avoir un comportement qui ne soit pas perçu comme dangereux par les autres pays. Et donc là, il va y avoir un enjeu de ne pas transformer l'OTAN dans une alliance anti-chinoise. Parce que c'est une demande américaine. Et nous avons des différends avec la Chine, nous, Européens. Mais nous n'avons pas ce problème de la lutte pour la suprématie mondiale, qui est un problème bilatéral sino-américain. C'est un problème dans lequel l'Europe doit refuser d'être embarquée, puisque la suprématie mondiale n'est pas notre objectif.